Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir. Et comme promis, je vous ai préparé un cas clinique sous forme de QCM en hémato. Et en contrepartie, je vous prie de commenter et de me poser plein de questions sur ce QCM, ce cas clinique, ici sur YouTube, et de me mettre plein de pouces bleus ici sur YouTube. Et on enchaîne directement avec ce cas clinique. Alors, il s'agit d'une jeune femme âgée de 20 ans qui découvre une adénopathie susclaviculaire droite. Elle n'a pas d'antécédents connus particuliers, pas de symptômes particuliers, elle est apéritique et avec un poids qui est stable, sans amaigrissement. Le reste de l'examen est strictement normal. Donc, il n'y a que cette adénopathie susclaviculaire droite. À la radiographie thoracique, face et profil, on retrouve un élargissement du médiastin supérieur et antérieur, antéro-supérieur. La formule numération sanguine est normale et la vitesse de sédimentation est à 6 mm à la première heure. Un adénogramme a été pratiqué chez cette patiente et retrouve une prédominance lymphocytaire, plein de lymphocytes, avec quelques rares cellules volumineuses à grands noyaux, bourgeonnants et nucléolés, ayant les caractères de la cellule de Steinberg. Alors, on va commencer avec une question trop facile. Parmi les explorations suivantes, là ou lesquelles vous semblent indispensables à ce stade des explorations. Bien sûr, il ne s'agit ni de médulogramme, ni de médiastinoscopie, ni de lapparotomie exploratrice splénique ou avec splénectomie ou sans splénectomie. Il faut faire une biopsie ganglionnaire susclaviculaire. Mais certains d'entre vous vont me demander pourquoi faire une biopsie ganglionnaire alors que l'adénogramme a déjà retrouvé des cellules de Steinberg. Je rappelle que la définition du lymphome de Hodgkin est strictement histopathologique. Et cette définition regroupe 4 signes cardinaux de la maladie. Le premier signe, c'est la destruction partielle ou totale de l'architecture ganglionnaire. Le deuxième signe, c'est la présence de la cellule de Steinberg, bien sûr. Le troisième signe, c'est la présence d'un granulome inflammatoire. Et le dernier, c'est la présence d'un degré de fibrose. Alors, bien sûr, selon les types anatomopathologiques, un ou plusieurs signes peut prédominer par rapport aux autres, peut être prédominant par rapport aux autres. Alors que la cellule de Steinberg est une cellule, bien sûr, qui est très caractéristique du lymphome de Hodgkin. Mais rappelez-vous, l'adénogramme n'est qu'une étude cytologique, alors que plusieurs cellules peuvent avoir l'apparence de cellules de Steinberg.
Et de plus que cette cellule n'est pas pathognomonique du lymphome de Hodgkin. On peut la retrouver dans les carcinomes métastatiques, par exemple, les polyarthrites rhumatoïdes, la mononucléose infectieuse. Et donc, le diagnostic positif de la maladie d'Hodgkin se fait en retrouvant la cellule de Reed-Steinberg dans un ganglion avec une architecture partiellement ou totalement détruite. Et l'adénogramme ne permet pas de confirmer ou de justifier la destruction de l'architecture ganglionnaire. Voilà la raison pourquoi l'adénogramme n'est pas une preuve de la maladie d'Hodgkin. J'aimerais vous faire un rappel sur la classification d'OMS 2001, 2008 et 2016 qui a un petit peu modifié la classification de Ray-Lux. En fait, le lymphome de Hodgkin est divisé en deux catégories. La première, ce sont les lymphomes hodgkiniens type nodulaire à prédominance lymphocytaire, qu'on appelle le paragranulome de Popema. C'est une forme assez particulière et localisée du lymphome de Hodgkin. Alors que le deuxième type, on l'appelle le type de lymphome d'Hodgkin classique. Et il regroupe les 4 sous-types définis par Ray-Lux, c'est-à-dire la forme scléronodulaire qui est la plus prédominante des lymphomes de Hodgkin, les formes à cellularité mixte, le sous-type riche en lymphocytes et le 4e sous-type, c'est le lymphome de Hodgkin avec déplétion lymphoïde. On passe à la deuxième question qui est le bilan d'extension anatomique doit en principe comporter un ou plusieurs des examens suivants. Le ou lesquels. Bien sûr, ce n'est ni la ponction lombaire ni l'urographie intraveineuse. La scintigraphie osseuse n'est demandée que dans des cas particuliers avec des signes d'appel, tels que les douleurs osseuses. En fait, la bonne réponse est le PET scan. Il s'agit d'un scanner avec des tomographies avec émission de positons, qui, elle, a complètement effacé l'intérêt de la lymphographie bipédieuse, qui, elle, a été réalisée dans le bilan d'extension du lymphome de Hodgkin pendant des années et des années. Cette lymphographie bipédieuse consiste à injecter un produit de contraste sous forme de iodine huileuse entre les orteils sur la face dorsale du pied.
En fait, après 24 heures, déjà, le liquide lymphatique devient bleu, voire même le patient commence à uriner bleu. Et ce produit de contraste va opacifier les ganglions abdominaux. Et on peut suivre la maladie, on peut détecter l'envahissement abdominal profond et grâce à de simples ASP, abdomen sans préparation. Sachant que ce produit de contraste a une durée de vie qui est supérieure à 3 mois. On peut suivre ce patient, ses ganglions profonds, grâce à des clichés mensuels d'abdomen sans préparation. Mais cette technique a été abolie, car maintenant il existe des PET scans. En fait, le PET scan est une tomographie par émission de positons. C'est de l'imagerie fonctionnelle, comme de la scintigraphie. Elle consiste à injecter à un patient du fluorodésoxyglucose. C'est quoi? En fait, c'est un traceur radioactif. Et ce traceur radioactif a une durée de demi-vie très courte. C'est du glucose. Et sachant que les cellules tumorales sont des cellules qui se multiplient trop rapidement, elles ont besoin de glucose, vont fixer ce radioisotope. Et donc, ce produit va permettre de différencier entre une masse qui est de nature maligne ou bénigne. Après l'injection, le malade est placé dans un appareil. Et cet appareil est une combinaison d'une scintigraphie avec un scanner qui va nous donner des coupes transversales et sagittales. Et on va voir où ce traceur radioactif a été fixé. De cette façon, nous allons pouvoir dire est-ce qu'il a été hyperfixant et à quel niveau, quel organe, quel ganglion est envahi. Ce PET scan a révolutionné le bilan d'extension et le bilan pronostic du lymphome de Hodgkin. La question suivante, chez cette patiente, le ou les examens précédents n'ont pas montré d'anomalie. Vous pouvez, en fonction des données dont vous disposez, classer cette maladie dans l'un des stades suivants. Lequel? On sait que chez cette patiente, elle n'a ni amaigrissement, elle ne présente pas de fièvre, ni de sueur nocturne. Et donc, elle n'a pas de signe d'évolutivité. Donc, elle est classée grand A.
Deuxièmement, elle a deux territoires ganglionnaires atteints du même côté du diaphragme. Le premier étant le médiastin qui est élargi, antéro-supérieur, et deuxièmement l'adénopathie qui est en position susclaviculaire. Donc deux aires ganglionnaires du même côté du diaphragme. Il s'agit du stade 2 selon la classification Ann Arbor, ou plus précisément le stade 2A. Permettez-moi de vous faire un petit récapitulatif en ce qui concerne la classification Ann Arbor qui a été modifiée par Cotswold dernièrement et qui consiste à stader le patient en stade 1 s'il existe un seul territoire ganglionnaire atteint. S'il existe plusieurs, deux ou plusieurs aires ganglionnaires atteintes du même côté du diaphragme, on stade le patient en grand 2. Stade grand 2. Le stade grand 3 consiste à avoir des atteintes ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme. Et le stade 4 est une atteinte viscérale non contiguë à un ganglion envahi, tel que le poumon, le foie, voire même la moelle osseuse. Par contre, si un malade est classé grand 1E pulmonaire, ceci veut dire qu'il existe une adénopathie médiastinale qui est contiguë à un envahissement pulmonaire. Voilà. Maintenant, cette classification Ann Arbor a un intérêt pronostique. Comme vous le voyez sur cette image, le malade stadé grand 1 ou grand 2 sourit parce ils ont un stade qui est localisé, alors que les patients stade 3 et 4, ils sont tristes car ils ont un stade qui est étendu. Après, je vais vous parler des signes généraux. Le bilan d'extension doit faire rechercher des signes généraux à type de fièvre inexpliquée, sans cause, supérieure à 38 degrés Celsius, s'étalant au-delà d'une semaine, ou la présence d'un amaigrissement au-delà de 10% sur 6 mois. Et le troisième signe à rechercher, ce sont les sueurs nocturnes, gênant le malade et mouillant le neige. Vraiment, ces sueurs vont obliger le malade à se lever pour changer sa laiterie nocturne. Si un de ces trois signes est présent, on parle d'un stade grand B,
c'est un de ces ou plus de ces signes est présent, on parle d'un stade grand B. Alors que ces 3 signes n'existent pas chez ce patient, on parle d'un stade A. Alors, les patients n'ayant aucun signe d'évolutivité sont de bons pronostics, alors que les patients qui sont fiévreux ou amaigris avec des sueurs, eh ben, ils sont classés grand D. Et ces patients sont de très mauvais pronostics. Un traitement de polychimiothérapie associant l'adréamycine, la bléomycine, la vinblastine et le déticène a été instauré. Quelles sont les complications de ces traitements? Grand A, neuropathie périphérique. Bien sûr, la vinblastine peut engendrer des neuropathies périphériques, des vomissements. Les vomissements sont engendrés surtout par l'adréamycine. L'adréamycine est cardiotoxique. Oui, elle peut engendrer une insuffisance cardiaque si les doses cumulatives sont atteintes. Et donc une écho-cœur et un examen cardiovasculaire est indispensable avant tout traitement par ABVD. La fibrose pulmonaire est un effet secondaire de la bléomycine. Et dernièrement, l'alopécie, oui, elle est fréquente, surtout si l'adréamycine, la vinblastine et la bléomycine sont utilisées. Donc, toutes ces réponses sont justes. La dernière question est: le traitement de chimiothérapie est suivi d'une irradiation des sites envahis et celle-ci doit délivrer. Est-ce que c'est 20 degrés en 2 semaines? Non, pas du tout. Est-ce que c'est 60 degrés en 6 semaines? Ça, c'est trop. Ce n'est ni 60 ni 40 degrés. C'est 30 degrés en 4 semaines. Où certains centres peuvent aller jusqu'à 36 degrés en 4 semaines. Donc, la réponse juste est la réponse grand B. Je vous fais noter que cette patiente a été irradiée seulement sur les sites envahis, initialement envahis. Et que l'attitude qu'on avait avec l'irradiation élargie, c'est-à-dire à irradier les sites initialement atteints avec les sites adjacents de façon préventive, avec des champs d'irradiation très larges à type de Montpellier pour les atteintes sus-diaphragmatiques, et même les irradiations type Y inversé qu'on utilisait dans les envahissements sous-diaphragmatiques, en associant bien sûr une irradiation de la rate en mettant une barre splénique. Ces deux types d'irradiation ont été abandonnés car elles entraînaient des
des effets secondaires de la radiothérapie à long terme. Donc actuellement, on est en train d'éradier seulement les sites initialement atteints à 30 degrés. Voilà, ce cas clinique tire à sa fin. Je vous rappelle, s'il vous plaît, posez-moi plein de questions ici sur YouTube sous forme de commentaires. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, de me mettre plein de pouces, grands pouces bleus vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, mettez-moi des pouces, mais des petits pouces vers le bas. Il ne me reste qu'à vous dire bonne chance pour votre examen. Et n'oubliez pas de partager partout cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.